Bonjour et bienvenue au Focus Live sur l'accessibilité financière aux soins de santé pour les personnes qui n'ont pas accès à l'assurance obligatoire. Avant de commencer, on va faire un petit point technique. Euh, Vous avez en bas de la fenêtre Zoom un menu. Il faut savoir que cette présentation est traduite en direct et donc si vous êtes néerlandophone, vous pouvez rejoindre le canal Dutch qui est disponible dans le menu Zoom euh, en bas sur la petite map monde comme on peut le voir ici sur l'image. Pendant la présentation, vous pouvez proposer vos questions via le chat dans l'espace QR représenté par deux petites boules de questions. N'hésitez pas à les utiliser pendant la présentation. On aura l'occasion d'accueillir des intervenants qui répondront à ces questions. Euh, donc, concrètement, qu'est-ce qu'un focus? Les focus sont des outils qui servent à rendre plus lisible l'organisation sociale santé à Bruxelles. L'idée est que vous puissiez avoir rapidement de l'information et comprendre ce qui existe et vers qui orienter en fonction de différentes thématiques. Vous voyez ici s'afficher les différentes thématiques sur lesquelles il existe un focus. En bas de cette dia, vous voyez des petits liens qui dirigent directement vers la page de notre site où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces focus. Pour chaque thématique, il existe une brochure d'information, un répertoire de ressources et un focus live, c'est-à-dire un webinaire comme celui-ci auquel vous assistez à l'instant. Le focus d'aujourd'hui porte plus précisément sur la thématique de l'accessibilité financière aux soins pour les personnes qui n'ont pas accès à l'assurance obligatoire, souvent en raison de leur statut. Ce focus existe parce qu'il peut être parfois difficile de se retrouver dans l'information qui existe autour des publics qui n'ont pas de couverture de santé. Donc, on a deux objectifs, c'est-à-dire pouvoir faciliter l'accès à l'information fiable et soutenir les professionnels dans l'accompagnement des publics. Mais aussi, il existe un enjeu de santé publique puisque il existe moins de 20% de personnes qui sont éligibles à la MU qui y font recours. Et donc, il y a un enjeu à ce que ces personnes puissent avoir accès à une couverture de soins à Bruxelles. Nous souhaitons plus particulièrement remercier les structures qui ont contribué par leur expertise à l'élaboration de ce focus, c'est-à-dire Medimigran, Médecins du Monde, iCare, Coalition Move, Caritas, Le Ciré et Irselein Bruxelles, Irselein Zone Bruxelles. Comme je l'ai déjà dit, nous aurons l'occasion d'inviter à la fin de cette présentation Jeanne Blin, Chloé Blason et Noémie Crélet pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat pendant la présentation. Dans ce focus, vous verrez souvent apparaître le terme personnes sans papier. C'est celui qu'on a utilisé pour référer au groupe de personnes, à un groupe de personnes qui, dans les faits, ont des trajectoires très différentes. On l'utilise un peu comme synonyme pour désigner finalement des personnes qui sont privées d'un titre séjour, qui sont en situation irrégulière, qui sont personnes migrantes irrégulières ou qui sont sans séjour légal. Ce focus a été réfléchi et structuré selon le statut administratif de la personne. On y aborde différents points. Les personnes en séjour régulier, les personnes sans papier, puis plus précisément des situations particulières comme les situations de demande de neuf-terre, les centres fermés, les prisons ou les situations du statut MENA. Pour chaque statut, on a essayé d'identifier l'organisme compétent pour le remboursement des soins de santé et on informe sur les procédures d'accès aux soins et les définitions autour des dispositifs. Pour cette présentation, on ne va pas se détailler en détail le contenu du focus.
On s'est principalement concentré sur les demandeurs de protection internationale et l'aide médicale urgente. Je vais laisser la parole à ma collègue Léa pour la partie suivante. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, une des difficultés qui est souvent rencontrée par les professionnels du social et de la santé, c'est parfois d'arriver finalement à identifier quel est l'organisme qui est compétent pour rembourser les soins. En pratique, c'est vraiment pas toujours simple parce que pour l'une et l'autre raison, en fait, la personne que vous allez accompagner, elle ne connaît pas nécessairement ou ne sait pas dire nécessairement quel est son statut. Et en Belgique, il n'y a pas de guichet unique, il n'y a pas de base d'infos partagée. Les règles elles peuvent être parfois vraiment compliquées et dépendantes d'une situation à l'autre. Mais donc, sans vouloir prétendre répondre à toutes les situations qui peuvent revêtir l'une ou l'autre complexité, sans vouloir prétendre être exhaustif, en fait, il y a quand même parfois quelques petits points de repère qui permettent déjà d'aiguiller et de pouvoir potentiellement déterminer donc quel est l'organisme compétent. Dans ces petits points qui permettent d'aiguiller, il y a notamment des questions que vous pouvez poser. Est-ce que il y a une mutualité belge qui est active ou une affiliation passée qui était active? Si la personne, elle vient d'un autre pays, est-ce qu'il existe une assurance santé dans le pays d'origine ou une preuve d'une couverture européenne? Est-ce que si la personne est dans une situation de demande de protection internationale, et on reviendra juste après à ce que ça signifie, est-ce que une demande donc du coup a été introduite et si oui, où est-ce que la personne en est dans son processus? Est-ce que par exemple la personne, quelle est sa situation d'hébergement? Est-ce qu'elle a accès à un hébergement via un centre fait d'asile ou un partenaire ou un autre dispositif ou est-ce qu'elle est sans hébergement? Donc ça, ce sont des questions qui permettent parfois un peu voilà, de déterminer déjà quelques pistes, en tout cas pour déterminer l'administration compétente. Mais il y a aussi des documents qui peuvent être vérifiés, donc tout en respectant évidemment la question de la relation avec la personne. Mais donc parfois regarder la carte d'identité ou les autres types de documents qui peuvent donner des informations sur l'identité de la personne, s'il y a la présence d'annexes, de titres de séjour ou des attestations d'immatriculation, enfin, tout ce qui peut attester du statut de la personne. Il y a aussi des preuves de couverture. Si par exemple la personne, donc comme je le disais avant, a un document qui traduit finalement une couverture par une mutuelle, par une assurance ou par la CEAM, donc c'est un élément qui se traduit au niveau de l'Europe, au niveau de la question de la couverture médicale, quoi. Ou est-ce qu'il existe, par exemple, un document que le CPAS ou que Fait d'Asile aurait pu produire, une carte AMU, une carte médicale ou un réquisitoire qui permettent de donner des indicateurs sur la situation de la personne. S'il y a un doute ou que la situation est aussi très compliquée, l'objectif, c'est pas nécessairement d'improviser, mais c'est parfois aussi peut-être d'orienter vers des structures spécialisées avec des responsabilités sociales, des responsabilités juridiques, ou simplement d'entrer en contact avec elles pour collaborer. Et donc, si vous avez un doute sur vers quelle structure est-ce que vous pouvez vous tourner, vous pouvez trouver en fait dans le répertoire du Focus la liste de ces acteurs avec les contacts pour pouvoir potentiellement collaborer avec eux. Dans le focus aussi, en termes d'outils, vous pourrez trouver un outil qui s'appelle l'outil Lexi, en référence aussi à ce que peut proposer Droit Quotidien. C'est un outil qui est interactif et qui, pour certains statuts, permet d'identifier au regard de quelques réponses, quelques éléments, le statut de la personne. Alors, ça ne va pas couvrir toutes les situations particulières, mais ça peut être en tout cas une première porte d'entrée pour identifier au préalable quelle est la situation administrative de la personne. Dans le focus, vous trouverez aussi les outils, donc les fiches illustrées et informatives de MediMigrant. Et donc, ces fiches sont relatives aux différentes formes de séjour. Et donc, en fait, sur ces fiches, vous pourrez trouver l'explication de ce qu'une annexe signifie, par exemple, mais aussi quels sont les droits au niveau santé auxquels peut prétendre la personne si elle est sous cette annexe. Donc, comme dit tout à l'heure, nous allons donc commencer sur la question des demandeurs de protection internationale, donc les DPI dans un premier temps. Donc, on qualifie un ou une demandeuse de protection internationale comme une personne qui a introduit auprès de l'Office des étrangers une demande d'asile, donc en Belgique, pour bénéficier de la protection du pays en raison soit d'un risque de persécution, soit de guerre, soit de violence qui l'empêche de rester dans son pays d'origine. Dans ce contexte-là de la demande, c'est Fait d'Asile qui est tenu donc d'offrir l'accompagnement médical nécessaire aux personnes qui sont donc en demande de protection internationale. Mais il y a plusieurs statuts qui existent et qui sont couverts donc par Fait d'Asile.
différents codes. Donc d'abord, il y a le code donc 207. Le code 207, ça représente quoi? Ça représente en fait une personne qui est hébergée dans un centre fait d'asile ou chez un partenaire de fait d'asile. Souvent, pour ces personnes, le suivi médical et psychosocial, il est effectué par le centre. Donc les services se situent au sein du centre. Mais parfois, le patient peut être amené ou peut consulter en tout cas un professionnel de l'ambulatoire. Mais dans ce cas-là, ça doit se faire un accord au préalable de la consultation en dehors de ce que le centre propose et avec un réquisitoire, et on reviendra après sur la notion de réquisitoire. Il y a un deuxième code qui est le code 207 no-show. Donc ce code 207 no-show, il va représenter des personnes qui sont soit hébergées par leurs propres moyens, soit qui ne souhaitent pas résider dans un centre. Pour ces personnes-là, les soins, eux, sont assurés par le réseau ambulatoire et Fait d'Asile prend en charge l'aspect financier via les réquisitoires. Au niveau du troisième code, on a le code 207 no-show technique. Donc là, en fait, c'est une personne qui est sur une liste d'attente pour accéder à un hébergement dans un centre fait d'asile ou partenaire. Et donc, dans ces situations, pour ces personnes, c'est la même logique que pour les no-show qui s'applique. Donc, consultation en ambulatoire et financement par fait d'asile via un réquisitoire. Alors, fait d'asile, pendant la procédure de demande de protection internationale, couvre les soins nécessaires. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui compose ces soins nécessaires? Ce sont les consultations chez des médecins généralistes, dentistes ou spécialistes, tous les examens médicaux qui sont prescrits, l'hospitalisation en cas de nécessité, les médicaments aussi sur prescription, les soins infirmiers, les interventions chirurgicales, mais aussi les soins préventifs, donc rentrent là-dedans toutes les questions de vaccination. Fait d'asile, globalement, il rembourse comme une mutualité. En général, il se base sur la nomenclature INAMI, pardon, et le ticket modérateur est inclus dans ce financement. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce qui est couvert, non couvert, les conditions, les plafonds, par exemple, je pense aux lunettes qui peuvent être parfois sujets à des questions plus spécifiques, vous pouvez aller consulter le vadémécum médical de fait d'asile. Alors, pour trouver le lien de ce vadémécum, il est donc sur la présentation, comme vous pouvez le voir en bas de la diapositive, où il est présent aussi en lien dans le focus. En pratique, comment ça se traduit via cette demande de réquisitoire dont on parlait tout à l'heure? Si une demande de protection internationale se présente à vous pour des soins, comment faire? Alors, il y a deux situations. La première situation, c'est une demande de soins non urgente. Et donc, dans ce cas-là, en principe, il faut anticiper cette demande via un réquisitoire, qui, pour rappel, ce réquisitoire est l'engagement de paiement de fait d'asile. Une demande de réquisitoire, idéalement, pour des soins non urgents, elle se fait dans les 3 à 10 jours avant la consultation prévue avec le professionnel de santé. Il y a une exception qui subsiste néanmoins, c'est en médecine générale. Exceptionnellement, dans le cadre d'une consultation de médecine générale, le réquisitoire peut être fait le jour même. Si par contre on veut l'obtention, la personne a besoin de médicaments, le réquisitoire, comme dit tout à, le réquisitoire, pour demander les médicaments, oui, donc le réquisitoire pour payer les médicaments doit être accompagné de la prescription, soit du médecin généraliste, soit du spécialiste. Deuxième situation pour des soins urgents. Donc là, comme on ne peut pas anticiper, puisque c'est dans la définition de soins urgents, il n'y a pas de demande au préalable de réquisitoire dans les 3 à 10 jours qui précèdent la consultation qui doit être faite. Dans ce cas-là, fait d'asile, il prend en charge de façon rétroactive seulement si le caractère urgent est validé, le coût des soins. Et donc pour ça, il faut des documents spécifiques dont vous pouvez trouver le détail dans le focus. Si vous avez aussi besoin de plus de détails sur les aspects vraiment opérationnels de comment réaliser ces démarches administratives, quelles sont les procédures relatives aux réquisitoires à suivre, dans le focus, vous pourrez notamment retrouver une référence qui est un livret de pratique sur les demandeurs de protection internationale qui a été co-rédigé par Médecins du Monde, la Croix-Rouge et Fait d'Asile. Vous voyez le lien ici sur la présentation et vous pourrez trouver toute une série d'informations relatives à la procédure de demande de réquisitoire. Alors là, on a vu un peu, on a contextualisé un peu les éléments sur les demandeurs de protection internationale no-show. Et donc, pour vous illustrer via une vignette clinique, on vous présente la situation de Moussa, 35 ans, qui est en attente de place dans un centre d'accueil fait d'asile. Donc, il est en situation du code des pays no-show technique. Donc, il est dans une liste d'attente.
Moussa, il parle difficilement le français et dans le cadre de son parcours migratoire, il s'est fracturé la jambe droite. Il a toujours des douleurs à cette jambe et donc, après avoir rencontré les professionnels du Medibus de Médecins du Monde, Moussa, il est orienté et se rend vers un médecin généraliste au sujet de cette douleur. Lors de la consultation avec le médecin généraliste réalise un réquisitoire pour pouvoir être financé et des... communique à Moussa qui devrait se rendre vers un orthopédiste pour pouvoir traiter la question de la douleur à sa jambe. Là, on est du coup dans une situation où le rendez-vous, il est non urgent, entre guillemets, et donc la demande de réquisitoire se fait dans les 3 à 10 jours avant la consultation. Lors de la consultation avec l'orthopédiste pose le diagnostic et il est du coup nécessaire de devoir enlever le matériel qui avait été mis au préalable sur la jambe douloureuse de Moussa. Donc il y a une intervention qui est prévue. Pour cette intervention, il faut introduire une demande auprès de la cellule frais médicaux de Fédasile pour valider l'acceptation de cette information et la prise en charge financière des soins. Dans ce contexte, il y a un dossier qui comprend des prescriptions, des rapports médicaux, des devis d'opération et des informations administratives qui doivent être construits. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'un premier ping-pong administratif se met en place parce que pour constituer ce dossier, les professionnels et Moussa rencontrent des difficultés. C'est-à-dire que parfois il y a des documents manquants parce que les situations sont parfois spécifiques et nécessitent des documents qui ne sont pas repris dans une liste constituée, donc des documents manquants, des devis à corriger, des rendez-vous à déplacer. Et en fait, pendant tout ce temps, Moussa, lui, il continue d'avoir mal. Il doit se rendre d'un rendez-vous à un autre, se déplacer alors qu'il a des difficultés à se déplacer. Il doit, à chaque fois, le professionnel, pour chaque rendez-vous, doit effectuer des demandes de réquisitoire. Et donc, en fait, le temps de constituer ce dossier fait que Moussa a son rendez-vous pour son opération seulement 4 mois, enfin 4 mois après que l'orthopédiste ait déterminé qu'il fallait faire une intervention. Moussa peut avoir l'intervention qui est donc financée par Fedasile et à la suite de cette intervention, Moussa nécessite du coup une période de revalidation. Et donc pour ça, l'assistant social du CACH peut alors soumettre une demande pour pouvoir trouver une place dans un centre d'accueil de revalidation, car son état de santé, du coup, permet d'ouvrir une priorité pour une place dans un centre. De cette situation, qu'est-ce qu'on peut ressortir? C'est que dans une situation comme celle-là, dans un parcours de santé, pour Moussa, les obstacles administratifs, ils sont énormes, ils sont divers et variés, et il n'y a pas de documents qui permettent de se référer pour pouvoir bien comprendre quelle est la procédure à suivre. Du coup, on a un temps d'opération qui est long et on a Moussa qui, en termes de santé, rencontre des difficultés. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans cette situation, il faut parfois en fait se référer à des services spécialisés qui permettent de renforcer l'accompagnement via une collaboration et faciliter toute la procédure mise en place par Moussa, pour Moussa. Donc, vous pouvez ici avoir un exemple de ce qui constitue parfois les ping-pong pour les personnes qui ont des besoins au niveau médicaux et les difficultés administratives que peuvent rencontrer les professionnels de santé dans le cadre d'une demande pour un demandeur de protection internationale. Merci Léa. On va enchaîner sur la deuxième partie qui concerne maintenant davantage les personnes euh, sans papier. Dans ce cadre-ci, on parle davantage de l'aide médicale urgente, qui est la principale aide pour les personnes sans papier. Qu'est-ce que l'aide médicale urgente? L'aide médicale urgente, c'est un dispositif qui permet la prise en charge de soins pour des personnes sans titre de séjour via le CPS. Alors, on parle d'aide médicale urgente, mais le terme urgent peut être trompeur. Ça ne veut pas dire que c'est urgent au sens ambulance, urgence hospitalière. Ça veut dire qui est qui est nécessaire médicalement, selon une évaluation médicale. Le CPS reste l'acteur qui décide de l'ouverture du droit après une enquête et, et la durée de l'aide médicale urgente est limitée dans le temps. Lors de l'enquête, le CPS va pouvoir vérifier certaines choses et donc il va voir si la personne est sans séjour régulier et si elle a accès ou non à une couverture de soins. Il va vérifier que la personne est indigente, c'est-à-dire qu'elle est dans la capacité de financer ses soins.
qu'il y a un besoin de soins attestés à travers une attestation d'aide médicale urgente, qui est un document rempli par le médecin généraliste, et qu'elle séjourne sur son territoire, c'est-à-dire le territoire du CPS à qui la demande a été adressée. L'AMU couvre différents soins. Elle couvre de manière générale les soins préventifs et curatifs qui sont réalisés soit en ambulatoire, soit en établissement de soins, par un prestataire qui dispose d'un numéro INAMI. Elle inclut également les consultations examens de première et deuxième ligne, ainsi que les hospitalisations en hôpital général ou en hôpital psychiatrique. Sont couverts aussi les soins qui assurent la continuité des soins, quand notamment il y a un enjeu au niveau de protection du patient et de santé publique. On pense par exemple dans le cas des maladies transmissibles. Et enfin, les médicaments sont également pris en charge, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste de l'INAMI. De manière générale, les CPS se basent sur le cadre de l'INAMI et notamment sur la nomenclature de l'INAMI pour pouvoir gérer ces remboursements. Pour des soins qui ne se retrouveraient pas dans le cadre de l'INAMI, les CPS ont toujours la possibilité de le faire sur fonds propres. Dans ce cadre-là, alors il faut introduire une demande au CPS. On sait que l'aide médicale urgente rencontre parfois certaines difficultés. Euh, les délais d'octroi, la durée de validité des cartes médicales ou même de l'AMU en elle-même, la complexité de l'enquête sociale et ce qu'elle peut entraîner chez la personne concernée, les problèmes de facturation et aussi les différentes pratiques des CPS. L'outil, vous voyez ici au milieu de la dia, un outil d'interpellation que Médecins du Monde a créé dans le but de faire évoluer les pratiques avec les CPS. Et donc, vous pouvez l'utiliser si vous avez envie de savoir comment rentrer en contact avec les CPS, comment, de manière générale, pouvoir résoudre les problèmes d'accès au CPS ou vers qui se tourner quand il n'y a pas de réponse de la part du CPS. Tout comme avec les demandeurs de protection internationale, on vous présente ici une petite vignette pour illustrer concrètement comment ça se passe. Et on vous présente la situation de Amina, qui a 32 ans et qui vit depuis plusieurs mois chez une connaissance dans les Marolles. Elle n'a pas de séjour légal et elle n'a pas de couverture médicale, mais malheureusement, elle présente une douleur aux dents. Elle se rend du coup en consultation dans une maison médicale. Et là, le médecin l'examine et estime qu'elle a besoin de médicaments et d'une consultation chez un spécialiste, ici un dentiste. Le travailleur social de la maison médicale la rencontre pour éclaircir un peu les possibilités de couverture médicale et il l'oriente vers le CPS de 1000 Bruxelles. Entre-temps, le médecin généraliste a rempli une attestation médicale d'urgence, qui est un document qui conditionne, dont l'AMU conditionne l'ouverture, c'est-à-dire qu'il faut une attestation pour pouvoir ouvrir un droit à l'AMU, une attestation médicale d'urgence. Amina se rend ensuite au service d'AMU du CPS de 1000 Bruxelles et elle y introduit la demande d'AMU. Elle remet l'attestation au travailleur du CPS et celui-ci l'informe qu'une enquête sociale va être ouverte. Pendant la quête sociale, le CPS vérifie plusieurs éléments, le territoire compétent, l'absence d'autres couvertures, les moyens financiers de la personne et parfois même son lieu de séjour. Ici, la situation d'Amina, le fait qu'elle n'ait pas de domiciliation officielle ralentit considérablement la procédure et cela crée des tensions avec Amina et la personne qui l'héberge. Après environ un mois, le CPS décide qu'Amina a droit à une aide médicale urgente et lui octroie une carte médicale valable pour une durée de 3 mois. Par contre, entre-temps, les problèmes de dents, comme d'Amina, comme elle n'a pas pu consulter un spécialiste, se sont aggravés et donc elle se retrouve hospitalisée pour une infection au niveau de la mâchoire. Euh, Amina, finalement, après son hospitalisation, rentre chez elle. Elle continue de bénéficier de l'aide médicale urgente. L'hôpital facture via Mediprima et la médecine générale également.
Cette situation, de manière générale, ce qu'elle montre, c'est que déjà, c'est un peu un parcours classique d'une aide médicale urgente, mais elle montre aussi également l'importance d'une bonne coordination et d'une bonne information à la fois des professionnels et d'Amina sur qu'est-ce qu'elle doit faire autour de sa santé, en plus de se prendre en charge au niveau de ses douleurs, etc. Euh, et donc, elle souligne l'importance de bien s'articuler, bien communiquer pour pouvoir arriver à donner les soins nécessaires à la personne. Ici, comme je l'ai déjà pu le dire, on n'a présenté que les situations concernant les DPI et l'AMU. Dans le focus, vous trouverez des situations particulières, celles des neuftaires, des personnes en centre de détention administrative, ainsi que les personnes en prison. Et les MENA. Il y a aussi toutes des informations autour de la couverture pour les personnes selon le visa et pour les personnes qui sont résidents européens. Vous trouverez également un répertoire qui reprend l'ensemble des acteurs travaillant autour de l'accessibilité financière aux soins. N'hésitez pas non plus à le consulter, ce sera des précieuses ressources dans le suivi des personnes que vous accompagnez. Je vais laisser maintenant se présenter les personnes qui sont invitées ici, qui s'appellent Jeanne Blin, travail social au CISA, Chloé Blasson, responsable du service social et de la médiation interculturelle aux cliniques Saint-Luc, et Noémie Grillet, coordinatrice du projet Two Line One au sein de Médecins du Monde, ainsi que médecin généraliste au sein de la maison médicale Triangle. Je les invite à pouvoir euh, allumer leur caméra et allumer leur micro. Et j'en profite pour les remercier d'avoir accepté d'intervenir ici et de répondre à vos questions. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Ah, Noémie, par exemple, ou oui, Chloé. oui, voilà. Chloé Blasson, donc tu l'as dit, je suis responsable du service social ici aux cliniques Saint-Luc. Je suis aussi administratrice au sein de l'ASBL Hospice-Soc et dans ce cadre-là, avec Droit Quotidien, on a collaboré avec la mise en place d'un groupe de travail d'experts autour de la question de l'accès aux soins de santé. Et ce groupe avait été mis en place pour justement la création de l'outil Lexi dont vous avez parlé un peu plus haut. Voilà, qui justement essaye de dépatouiller les situations des patients sur quelle aide demander en fonction de quel titre de séjour ou sa situation administrative. Voilà. Je vais enchaîner alors. Donc Noémie, donc comme Jessie l'a dit, je travaille donc pour Médecins du Monde. Je coordonne un projet qui s'appelle Two Line One qui essaye de favoriser l'accès à la première ligne de soins régulière pour les personnes qui en sont actuellement exclues ou qui ont difficile à trouver leur accroche dans le système régulier. Et donc c'est un peu les profils dont on a parlé aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc par ailleurs, j'ai un peu l'expérience de terrain aussi à Anderlecht. Voilà. Bonjour, moi c'est Jeanne. Je suis travailleuse sociale au sein du CISA, donc pour la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui offre différents hébergements pour des personnes avec des publics spécifiques, mais aussi un accueil inconditionnel donc dans des dispositifs d'hébergement d'urgence. Et dans ce cadre-là, le service dans lequel je travaille fait des permanences pour faire de l'accès au droit pour des démarches psycho-médico-sociales et juridiques. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le médical. Et donc, on est dans les centres d'hébergement d'urgence pour accompagner au mieux les personnes qui viennent nous voir en identifiant leur statut pour pouvoir les orienter au mieux vers les acteurs et les droits auxquels ils peuvent aspirer. Et voilà, dans nos publics, il y a majoritairement des demandeurs de protection internationale et des personnes sans titre de séjour. Mais il y a aussi des hébergements avec des publics plus spécifiques comme les femmes en migration ou les mineurs étrangers non accompagnés. Euh, En général, il y a peu de personnes avec des mutuelles. Peut-être quelques personnes qui sont bénéficiaires de protection internationale, mais donc on a beaucoup à faire aux AMU et aux réquisitoires de fait d'asile. Euh,